Mauvais début pour ce voyage, j'étais incapable de sortir de la gare. Impossible de trouver la sortie. Il faut dire que la gare du Midi est en travaux depuis 15 ans. Et j'apprendrai plus tard que les travaux sont une spécialité bruxelloise. J'ai enfin trouvé un taxi au milieu d'un chantier. Et j'ai demandé au chauffeur de me balader dans la ville, juste pour prendre contact. Première impression, une incroyable diversité et un grand fouillis. Une ville balafrée, traumatisée, des juxtapositions de styles totalement hétérogènes qui font, je le découvrirai plus tard seulement, le charme de Bruxelles. Mais il faut apprendre à la découvrir. C'est aussi une ville multiethnique. Ça, je l'apprendrai à mes dépens. Car après chaque match de la Coupe du Monde, quel que soit le pays vainqueur, un déferlement de klaxons m'empêchait de tourner. Un conseil. Pour aborder Bruxelles, ne pas essayer trop vite de trouver une définition. C'est beaucoup trop gros, on a toutes les chances de se tromper. Je ne comptais pas le filmer, mais je suis tombé dessus par hasard. Un groupe de touristes au coin d'une rue, je m'approche, c'est lui, le Manneken Pis. Il est vraiment très petit, 957 fois plus petit que la Tour Eiffel, j'ai calculé. Mais il a son habilleur personnel et un musée pour ses 654 costumes. On m'avait dit, si tu vas à Bruxelles, il faut d'abord que tu voies la Grand Place. Un chef-d'œuvre. Ce matin-là, entre une manif de motards, une réception officielle à la mairie, un mariage, le marché aux fleurs et les échafaudages des podiums qu'on dressait pour la fête de la musique, il ne se présentait pas sous son meilleur jour, le chef-d'œuvre. Depuis, j'y suis souvent retourné sur la Grand Place. Et c'est vrai qu'elle est belle sous n'importe quelle lumière. Tout autour de la place, de petites maisons juxtaposées en blocs portent chacune un nom. La Rose, la Maison des Brasseurs, l'Étoile, Montabor, le Cygne. Elles sont sagement regroupées, ces maisons, au pied de l'hôtel de ville. Victor Hugo a dit que c'était la plus belle place du monde, et Jean Cocteau d'ajouter, sans trop fatiguer sa plume, le plus beau théâtre du monde. À Bruxelles, l'Europe est partout, même dans les toilettes de ce restaurant chic. Je les ai filmées en me disant qu'avec l'élargissement de l'Europe, le patron devra sûrement les faire agrandir. J'avais toujours cru que le Parlement européen était à Strasbourg. J'ai eu la surprise d'en découvrir un autre à Bruxelles, gigantesque et peuplé de gens affairés. J'aurais bien aimé faire un sujet sur un de ces eurocrates, l'étudier comme une espèce mutante. Où construit-il son nid? En a-t-il plusieurs? Comment se reproduit-il? Le fait-il à Bruxelles, dans son pays d'origine, ailleurs ou partout? Pourquoi migre-t-il chaque mois à Strasbourg? Quelles sont ses coutumes? Que mange-t-il? Mais je me suis heurté à leur devoir de réserve. Impossible de les faire parler. Alors, comme de toute façon cette Europe-là ne m'intéresse pas beaucoup, j'en suis resté à l'anecdote. Construit sur plusieurs hectares, le Parlement européen est une véritable ville, avec ses banques, ses restaurants, ses magasins, avec ses rues couvertes. Intrigué par la quantité de vitres cassées, j'ai posé des questions. Et on m'a raconté que ce sont les oiseaux qui les cassent. L'hiver, ils prennent le Parlement européen pour un lac gelé, et du haut du ciel, ils lâchent des cailloux pour briser la glace. Est-ce un symbole ? Bruxelles est évidemment le berceau de la bande dessinée européenne.
Dans mon enfance, il y avait deux clans irréductibles. Le clan des Spirou et celui des Tintins. Irréductible dans les principes, car si j'étais Spirou à fond, ça ne m'empêchait pas chaque mercredi, ou plus exactement chaque jeudi à l'époque, d'échanger ou de faucher le Tintin des copains. Dans Spirou, le journal, c'était Franquin, chef de file. Mais il y avait déjà Maurice et son Lucky Luke. À Tintin, le patron, c'était Hergé. Il dessinait aussi Josette et Joko. Et n'oublions pas, puisqu'on est à Bruxelles, Kik et Fluc. Deux gosses des rues, toujours aux prises avec l'agent 15, au cœur de leur quartier populaire, les Marolles. Aujourd'hui, grâce au parcours bande dessinée qui orne les pignons de la ville, tout le monde est réconcilié. Même le chat de Geluc a déjà son mur. Il pleut et j'ai rendez-vous avec Tibé, le dessinateur de Ricochet. Je sais qu'il va être déçu, son mur a été tagué. Mais c'est dommage parce que ça fait quand même quelques années qu'il est là, il a toujours été respecté et je trouvais ça bien de la part des gens de respecter ses dessins. J'ai essayé aussi en faisant le dessin d'inclure cette petite maison qui est dessinée dans le quartier. Elle donne vraiment l'impression de faire partie du quartier. En fait, c'est une image qui raconte une petite histoire. L'histoire du commissaire Bourdon. Il croit que Ricochet vient séduire sa nièce. Erreur. Il veut la sauver d'un dangereux bandit qui n'est pas sans rappeler Ulrich, l'ennemi irréductible de Black et Mortimer. Temps pluvieux, atmosphère idéale pour ce détour par la façade de la Marque Jaune, avant d'aller déjeuner au musée de la bande dessinée. La création de ce musée a permis de sauver un superbe bâtiment moderne style de l'architecte Horta. Comment aurait-il pu imaginer à l'époque que ces élégantes arabesques se marieraient si agréablement avec la bande dessinée? Après le déjeuner, je continue ma promenade pour rencontrer David et Georges qui terminent un nouveau mur. C'est Jory qui en est l'auteur. Une petite pluie fine se remet à tomber. Impossible de peindre avec cette humidité. Il s'arrête de travailler et m'explique que ce nouveau projet pose quelques problèmes. Parce que dessin nu à Bruxelles, apparemment, ça gêne beaucoup les gens. D'autant plus qu'on est dans un quartier où il n'y a que des écoles. Bon, maintenant, il y a l'agent qui est peint au-dessus, ils sont un peu rassurés. On les entend dire, oui, mais ils vont lui demander de se rhabiller. Ça rassure, quoi. Et Fin était un peu surpris quand il a vu le projet, mais bon, il a dit qu'il assumerait le choix de l'auteur, puisque dans le principe du parcours bande dessinée, les auteurs sont libres de faire et de choisir ce qu'ils veulent mettre sur le mur. Donc, il faut jouer le jeu. Je suppose qu'on va encore avoir des remarques au fur et à mesure que les personnages vont apparaître, avec le bagnard tout en haut, le rasta qui fume son joint. Parce qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler les gens dans la rue. Et Tintin alors, il n'a pas son mur? Non. Il a une station de métro, à lui tout seul. La station Stockel. Enfin, il n'est pas vraiment seul, puisque tous les personnages des 24 albums de Hergé sont avec lui. Sur cette petite place, en plein centre-ville, se trouvait l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture, la Maison du Peuple. Détruit en 1965, pour être remplacé par cette superbe tour. D'anciennes cartes postales de la place de Brouckère, fin des années 50. Même lieu, même axe, aujourd'hui. Alors Bruxelles n'a pas été bombardée, mais je peux vous assurer que le bombardement de nos politiciens est beaucoup plus grave
et on a démoli, on a saccagé la ville d'une manière beaucoup plus violente que ce que les Anglais et les Américains avaient fait dans les autres villes de Belgique. Malgré la gentillesse d'Henri Costa, un architecte qui ne mâche pas ses mots, j'ai passé une journée assez déprimante. Il m'a fait regarder Bruxelles d'une autre façon. Le square du Mont des Arts et l'église Saint-Jacques sur Coldenberg. L'église, le seul repère qui reste aujourd'hui. Alors ici se trouvait anciennement la porte de Louvain, qui actuellement s'appelle la place Madou. Et en face, vous avez une petite place qui avait une très très belle échelle et où il y avait tous des petits cafés et qui a été remplacé par un monument vraiment qui est la négation de l'architecture. Ici, vous prenez à droite. Une photo de la cathédrale que je ne pourrais plus prendre aujourd'hui. Le quartier a été entièrement restructuré, les rues déplacées. De beaux immeubles ont été rasés pour être remplacés par des barres de bureaux, anonymes et sans style. Vue imprenable sur la cathédrale. Merveille de l'architecture flamboyante à Bruxelles, Sainte-Gudule se trouve dans un quartier qui a été complètement démoli et il n'y a plus d'échelle entre les bâtiments de la ville et ce monument du culte. Le parvis de Sainte-Gudule, vers 1910, côté nord. Imagine-t-on la cathédrale de Strasbourg au bord d'une autoroute. Le parvis de la cathédrale, toujours, côté sud, même époque et aujourd'hui. Henri me fait remarquer que les architectes ont fait un effort pour harmoniser leurs chefs-d'œuvre avec les tours gothiques. Alors tout ceci, tous ces blocs ont été mis en vente pour être démolis. Ils n'ont pas trouvé d'amateurs et on les a pour finir restaurés. Donc c'est l'avenue Palmerston, très connue pour ses quelques architectures style Art Nouveau, Jugendstil. Et ici nous arrivons sur ce qu'on appelle la petite ceinture. On aurait dû continuer tout droit. Quelques monuments ont été classés. Ça, c'est horrible ou comme vous le voulez, vous risquez de trouver ça bien. En urbanisme, le massacre d'une ville a trouvé son nom. La bruxellisation. Définition du mot par Henri Costa. La bruxellisation, c'est une manière de démolir en vue de reconstruire. Terme étonnant, mais la ville veut s'adapter et elle croit devoir démolir pour construire. Construire pour mettre quelque chose qui paraîtrait mieux. Sans aucun plan d'urbanisme, chacun fait son petit travail dans son coin et chaque architecte essaie de mettre sa petite pierre qu'il croit devoir être une très belle pierre, mais qui en fait n'est que le reflet du petit esprit qui caractérise d'ailleurs les architectes de Bruxelles. Nous nous trouvons ici au rond-point Robert Schuman, qui est l'ancien rond-point de la rue de la Loi. C'était une des plus belles rues de la ville. Tous les premiers ministres y résidaient, et il était de bon ton d'y posséder un immeuble, un manoir de style ou une demeure Art Nouveau. Exceptionnelle perspective. Depuis, chaque fois que je prends la rue de la Loi, ou la rue Béliard, ou n'importe quelle rue du quartier de l'Europe, je ne peux m'empêcher d'imaginer Des friteries, il y en a partout à Bruxelles. Elles sont excellentes. Avant, on disait des fritures. Certaines sont ouvertes 24 heures sur 24. C'est pratique si on a un petit creux vers 4 heures du matin. Mais au fait, pourquoi cette tradition de la frite ? Parmi plusieurs histoires sur l'origine de la frite, celle que je préfère, c'est celle-ci.
Sans remonter au Moyen-Âge, il faut se souvenir que Bruxelles fut construite sur la Seine, attention à l'orthographe, et que jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était un grand port. Ensuite, la rivière a été recouverte, et aujourd'hui, les flots de la Seine sont remplacés par les flots de voitures. Quant au port, il n'en reste que des plaques de rue. Mais revenons à nos frites. Sur le port, les pêcheurs avaient l'habitude le matin de se faire frire les petits poissons invendables pour les manger avec les doigts. Un hiver, la rivière gela si fort que toute pêche fut impossible. Pas de poissons, rien à grignoter. L'un d'entre eux eut alors l'idée de couper des pommes de terre à la taille des petits poissons et de les jeter dans la friture. C'était très bon. Il venait d'inventer la frite. La friterie de la place Fontane est réputée pour faire la meilleure frite du monde. Comment a-t-elle acquis cette réputation? Simplement en sélectionnant les meilleures pommes de terre, en les épluchant et en les coupant à la demande et à la main, et en les plongeant dans une huile qui Pas de l'huile, hein, c'est de la graisse de bœuf et elle est changée tous les jours. D'accord. Donc, en les plongeant dans la graisse de bœuf pour les frire en 2 cuissons. La première à 120 degrés, la seconde à 180. Il ne suffit pas de faire la meilleure frite, il faut savoir les offrir. En fait, on prend une petite pointe, on remplit la petite pointe, et le petit paquet, c'est 2 feuilles, on entoure la petite pointe de 2 feuilles. Et les grands paquets, on les monte sur 3 feuilles. Donc il y a 3 pointes en fait sur les grands paquets et 2 pointes sur le petit paquet. S'il n'y a qu'une manière de les préparer, il y a 1000 façons de les manger, les frites. Derrière la Grand Place, les petites rues de l'îlot sacré prennent le soir des allures presque méridionales. Au bout d'une impasse, le théâtre royal de la marionnette, les Thônes. Créé au XIXe siècle, 7 générations de directeurs se sont succédés à sa tête. Une véritable dynastie dont José Géal est le dernier descendant. Thônes 7. On peut y aller? Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs. Bonsoir. Dames en heren, goedenavond. Dat is bien. English speaking, English? Japonais. Japonais, oui. Vous connaissez tous les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Alors nous allons exécuter la pièce ce soir, et le mot n'est pas trop fort d'ailleurs. Dames et messieurs, salut! Écoutez, Rochefort, faites venir mon fidèle Vitré. Milady et Vitré. Et vous, fermez la porte, Vitré. Peut-être que oui. Mais c'est la reine de France. Les marionnettes, toutes faites à la main, sont des marionnettes à tige. Les manipulateurs, ils sont 6 masqués par les paravents du décor, se synchronisent sur la voix. Et puisque Milady m'a déjà envoyé un fax... Ils ne travaillent donc pas comme des comédiens interprétant un personnage, mais plutôt comme des bruiteurs de cinéma, synchronisant les gestes de leurs marionnettes, qu'ils s'échangent sans cesse, puisqu'ils ne peuvent traverser la scène. Ah, stick! Oui, le drap, hop là! Eh bien, vous en avez tort, madame, de ne pas vous parler de faire beau bisou à mon grand bal. Sire! Sire! Faire arrêter le duc! Arrêter un ministre? En Belgique, oui, peut-être. Faites-le entrer, Patrick. Ce soir, le narrateur, c'est le fils de Thônes 7. Son père surveille toutes les représentations, qu'il commente et critique chaque soir. Je peux aller le mettre si vous voulez, c'est de gagner du temps. Après plusieurs milliers de soirées, il doit pourtant être rodé le spectacle. Mais il est comme ça, Géal.
Il est partout, à la caisse comme au bar pour préparer l'entracte. Pendant l'entracte, vous pouvez visiter gratuitement. Ça, j'ai jamais dû traduire. Tout le monde comprend dans toutes les langues. Le musée qui est juste en dessous. Mais qu'est-ce que c'est? Non, Constant, enfin seul. Eh bien, si ça vous a plu, dites-le à vos amis. Si ça vous a pas plu, ça reste entre nous. Merci. Ouvert de 10h à 17h, fermé lundi et jour férié, entrée 5 €. Les musées royaux des beaux-arts de Belgique regroupent le musée de l'art moderne et le musée d'art ancien où les primitifs flamands sont évidemment à l'honneur. Vu la richesse des collections, j'avais choisi de ne voir que certains tableaux. Privilège du cinéaste, comme j'étais pressé, une conservatrice m'accompagna toute la journée pour me guider avec efficacité au travers des salles, couloirs et collections de cet immense musée. D'abord la salle Rembrandt, avec un magnifique portrait de Nicolas van Banbeck, entouré de tableaux de l'atelier Rembrandt, La Morte. J'avais hâte de voir La Tentation de Saint-Antoine, un tableau de Jérôme Bosch que j'aime beaucoup et dont je ne connais que les reproductions. Déception, trop de monde, on reviendra plus tard. Allons voir les Bruegel. Le musée de Bruxelles en offre le plus bel ensemble après le musée de Vienne. La chute d'Icare. Le berger semble guetter le vol d'Icare, alors que celui-ci est déjà tombé dans l'eau. Icare se noie, mais personne ne s'en aperçoit. Petite leçon d'humilité. Intrigué, ce visiteur peut l'être, car il est bien en face de deux toiles identiques. Ce n'est ni une illusion, ni une hallucination. C'est l'exposition L'entreprise Bruegel ou la peinture de père en fils. Après la mort de Pierre Bruegel, Bruegel l'Ancien, certains de ses tableaux furent copiés à plus d'une dizaine d'exemplaires. Les copies, réalisées par son fils aîné, soulèvent bien des questions. Il avait 5 ans à la mort de son père. Comment a-t-il pu connaître ces chefs-d'œuvre alors qu'ils étaient dispersés? Rassemblés pour la première fois, confrontés aux originaux, cette exposition permet de porter un autre regard sur la peinture, peut-être d'en pénétrer les secrets de fabrication. Ce qui m'amuse, c'est le public. Son comportement très particulier, son attention silencieuse, ses regards pointus, insistants. Certains semblent être des habitués du jeu des 7 erreurs. Sortira-t-il un jour de sa perplexité? Mais je suis obligé de l'abandonner et de profiter de l'heure du déjeuner pour enfin voir le triptyque de Jérôme Bosch, La Tentation de Saint-Antoine. J'ai toujours aimé la peinture de Bosch. Mélange de charnel et de religiosité, monstres hybrides et humains, surréalisme et modernité,
Un tableau du XVe siècle pourtant. Le surréalisme, très important à Bruxelles. En route pour le musée d'art moderne, je me dis que c'est le seul musée qui donne l'occasion unique de confronter Bosch à ses successeurs du XXe siècle, en commençant par la magnifique collection de toiles de Paul Delvaux. La salle Magritte, le plus célèbre des surréalistes belges. J'aime la peinture de Magritte, mais j'aime surtout le collage qu'il fait entre la toile et son titre. La lecture défendue ou l'usage de la parole. La page blanche. Le joueur secret. Un de mes tableaux préférés que je peux enfin voir, l'Empire des Lumières. Au pied du palais de justice, qu'il pleuve ou qu'il vente, tous les jours, on peut chiner place du jeu de balle. C'est une des grandes institutions bruxelloises, et tous les tintinophiles le savent. C'est là que Tintin achète la première maquette de la licorne pour le capitaine Haddock, toute une aventure qui commence. Par hasard aujourd'hui, tous les éléments de cette aventure sont rassemblés. 2 scaphandres et les chaussures à semelles de plomb qu'oublieront de mettre les Dupont, une maquette et sa map monde, et même l'album, carnet de route laissé par Hergé. En matière de puces et de brocantes, il y a une exception belge. Pas de minauderie, pas de vendeur compassé exposant 3 cendriers avec des airs de marchand d'art, tarifs assortis. Chaque dimanche, il y a des dizaines de brocantes, aussi bien sur les petites places que sur les parkings de supermarchés. C'est un secrétaire d'État à la culture, lui-même chineur invétéré, qui a été le bienfaiteur des collectionneurs. Il a fait voter, il y a 20 ans, une loi unique en Europe qui permet à tout Belge de s'improviser brocanteur le temps d'un week-end. La loi Persons a ainsi désacralisé les fonds de placard et chiner est devenu une sorte d'activité populaire comme les kermesses ou les promenades au bois. Laurent, je suis contre. Avec l'argent belge qui est parti, on n'avait pas de centimes. On avait de 50 centimes, oui. Maintenant, 1 centime, 2 centimes. Oui, 200. Vieux marolien Ouais. protestant toute la journée contre l'euro, atmosphère de fête dans les bistrots. C'est quand même le dimanche, place du jeu de balle, et dans les rues avoisinantes, que l'atmosphère est la plus gaie. Depuis que l'euro est sorti, ils augmentent encore de plus en plus. En argent belge, ça n'augmente pas presque pas. La marchande d'escargots, les caricoles, de gros bigorneaux cuits au bout. Ils ont des clubs des gourmands. Il faudra que je goûte. Oui, ici, ça. Et ici, les messieurs doivent avoir des gros. Et il y a des gens qui veulent des petits, hein, vous voyez. Comme ça, il y a les 2 sortes. Hein. Ça, c'est la vérité que je dis. Ah, c'est vrai, hein? L'euro, il demande de plus en plus. Et nous autres, on descend de moins en moins. Hein? Et même quand mes amis m'invitent, je me sens très seul sans toi. Voilà. Angélique. Oui, 5 €, madame. L'euro, je suis contre. Vraiment contre. Voilà, monsieur. Merci. S'il vous plaît. Vous me donnez la recette? Je veux bien vous dire qu'il y a du poivre, du sel dedans et du céleri, mais le restant, je vous dis pas. Du moment que vous êtes content de l'avoir mangé, c'est le principal. Patrice!
18 juin 1815, flashback. Waterloo, banlieue de Bruxelles. J'ai été invité à passer le week-end sous la tente par Bernard Coppens. Dessinateur, il fait aussi de la reconstitution historique et, avec son association, il a recréé le 8e régiment d'infanterie de ligne. Aucune production n'avait jamais mis à ma disposition une figuration aussi somptueuse. Un spectacle comme ça, il y a quand même 20 ans de travail derrière de la part de centaines de personnes. On les appelle des reconstitueurs. Ils n'ont rien de commun avec des collectionneurs. Ils font un travail d'historien, mais ce n'est pas leur métier. Yann travaille dans l'aéronautique. Tout ce que vous voyez ici, c'est refait dans les moindres détails. Donc, les ordres donnés, c'était les ordres de l'époque, c'est le règlement de 1791. Les tenues sont pareilles à l'époque et tout a été refait dans le souci historique. Donc, on équipe toute la compagnie, nous sommes à 24. Chacun a un peu sa spécialisation ou sa spécialité. Donc, moi, là, c'est le cuir. Il y en a d'autres qui s'occupent des tissus, comme Robert, qui se trouve à côté de moi. La nationalité la moins nombreuse pour le camp français, c'est les Français. On n'en a que 2 ou 3. Le reste, c'est des Belges, il y a des Anglais, il y a des Allemands et il y a les Russes. Quelle sombre pensée habite ce soldat? Pressent-il que la bataille de demain sera dure, peut-être même historique? Très vite, dans le camp français, c'est la débandade. L'avancée des Alliés est irrépressible. Première section, première escouade. Reformez, première escouade. Oh non, tu vas pas me faire ça quand même. Rappelez. Le repli en contre-attaque, les combats durèrent toute la journée. Une seule journée. Au soir du 18 juin 1815, Napoléon avait perdu la bataille et son empire. Personnellement, il manque quand même un élément capital qui est la peur de la mort ou la possibilité de voir vraiment un vrai boulet qui va sortir de la bouche à feu de côté ennemi. C'est Georges Franju, un grand cinéaste français dont j'ai été l'assistant, qui m'a initié à l'art nouveau. Le style nouille, comme on l'a appelé avec mépris. Je me souviens de son lyrisme pour décrire la folie de ces architectes qui, à travers toute l'Europe, Gaudí en Espagne, Mucha à Prague, Guimard en France, Horta à Bruxelles, ont profité des innovations techniques du début du XXe siècle pour plier béton, fonte, verres et ferrailles à leur volonté, les transformant en volutes pour imiter la nature. Leur credo, faire entrer la légèreté dans les bâtiments, intégrer la beauté à la vie quotidienne. Ils contrôlaient tout, ces architectes, de la conception du bâtiment à la moindre poignée de porte, du carrelage à la verrière, du mobilier au plus usuel des objets. Utopie esthétique qui recherchait sa cohérence dans la lutte contre la mécanisation et l'uniformisation. Je me souviens aussi que Franju terminait toujours son discours par la même phrase « Et alors, crac, la guerre de 14 est arrivée, fini les fioritures ».
Beaucoup de maisons, de bâtiments industriels, de pavillons et de magasins furent construits à l'époque. Il en reste quelques-uns, dispersés dans la ville, et s'il est attentif, le promeneur pourra les repérer. Dans le quartier Saint-Gilles, il y a même une rue entière qui a échappé aux démolisseurs. La plus petite façade, à peine 3,20 m, infilmable. Alors, j'ai inventé un nouveau format, le vertiscope. Il n'aura sans doute pas beaucoup de succès. La dissymétrie, une des données fondamentales du moderne style. Les boîtes aux lettres sont toujours horizontales. Pas celle de Victor Horta, le chef de file de l'art nouveau belge, dont la maison, transformée en musée, a été totalement restaurée. La rampe d'escalier se fond et devient accoudoir. Fioriture peut-être, mais sens du confort quand même. C'est peut-être parce que les Belges sont collectionneurs qu'il y a tant de musées à Bruxelles. J'en ai compté près de 130. J'ai d'abord choisi Auto World parce que j'aime bien les voitures, mais j'aurais pu aussi bien aller au musée de la dentelle, du chocolat ou celui des aveugles. Est-ce un musée sur les aveugles ou pour les aveugles d'ailleurs? Il y a aussi le musée des égouts, de la calcographie et même celui du nichoir et de la mangeoire. Ici, ce n'est pas la voiture elle-même qui m'intéresse. C'est ce qu'elle véhicule, si j'ose dire, comme souvenir. Les films de guerre, les films policiers américains, la politique. Ma première voiture, une Vespa 400, est déjà au musée, à côté d'une 2 chevaux. La 4 chevaux de ma mère. Je reconnais très bien le tableau de bord que je filme, façon hyper réaliste. Même l'Euro a son musée, je l'évite bien sûr, préférant le voyage que me propose Mini Europe. 350 maquettes, parcourir l'Europe, la traverser en un après-midi, avec des perspectives improbables. Un musée de l'ascenseur, ça avait tout pour piquer ma curiosité naturelle. En théorie, c'est le seul musée, à notre connaissance, qui existe dans le monde, je crois. L'Amérique a bien sûr un site virtuel sur Internet d'un musée, mais c'est le seul musée au monde des ascenseurs qui existe actuellement. Quant au musée Jacques Brel, c'est le plaisir nostalgique de suivre le chanteur dans une de ses tournées. On commence par le hall d'un hôtel de province, un peu minable, sa guitare, ses valises, le registre sur lequel il a signé avec ses musiciens. La loge ne paye pas de mine, mais sa présence est là. Et je me souviens avoir lu quelque part que Brel était malade de trac avant d'entrer en scène. C'est sans doute au buffet de la gare qu'il finissait ses soirées, traînant ses angoisses jusqu'à l'aube. Nostalgie toujours avec le musée du tram. C'était au temps où Bruxelles brûle.